à tous, bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver dans les webinaires, dans la série de webinaires organisés par l'ESSESCA Paris Campus de Rabat à la marge du MBA et du management des établissements de santé. Aujourd'hui, on va consacrer ce webinaire à un sujet aussi fascinant que crucial. Il s'agit de l'éthique de l'intelligence artificielle en santé spécialement, comment allier innovation et responsabilité. L'IA, on sait aujourd'hui que l'IA révolutionne carrément et d'une manière ascendante le domaine de la médecine et l'industrie des soins. De l'aide de traitement à la personnalisation des soins, une métamorphose totale est en train de toucher notre secteur de la santé. Comment garantir l'équité d'accès à la technologie? Comment protéger la confidentialité, la protection des données? On sait très bien que les données de santé sont des données très sensibles. Comment s'assurer que les décisions prises par les algorithmes de l'intelligence artificielle seront justes et transparentes? Aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions et bien d'autres questions avec encore plus avec notre experte aujourd'hui, notre invité aujourd'hui, qui est responsable de grandes structures et éthicienne, experte dans le domaine de l'éthique de l'intelligence artificielle. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un professeur Saïd El-Louali, qui nous rejoint de la ville de Oujda, professeur de l'enseignement supérieur spécialisé dans le domaine de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle, porte d'un intérêt marqué par des perspectives multifacettes, multiculturelles. Elle est l'auteur de nombreuses publications et elle a fait des présentations, elle a participé à plusieurs manifestations scientifiques, des conférences sur le sujet lié à numérique et à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir l'année dernière, dans le cadre des conférences de Forum Africain Global Santé à la marge du Medical Expo, de partager avec Saïd El-Louali un panel passionnant sur toujours l'éthique de l'intelligence artificielle. Elle est aussi co-responsable et cofondatrice de la Maison de l'intelligence artificielle, la MIA, à l'Université Mohamed Ier de Oujda, et présidente de l'Afrique AI, membre de We for AI et du Ethics Experts Without Borders de l'UNESCO. Elle a été l'experte principale de la méthodologie d'évaluation de l'état de préparation de l'intelligence artificielle de l'UNESCO pour le Maroc et le Tchad. Merci, professeur El-Louali, d'avoir accepté notre invitation et merci de tout ce que vous faites pour converger vers une intelligence artificielle socialement responsable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Raja Ghanimi. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie de m'inviter et d'ouvrir cette belle parenthèse d'échange. Vous me disiez, nous allons échanger durant une petite heure. Comme vous le disiez dans votre introduction, d'un sujet crucial actuellement et qui est effectivement encore davantage plus critique quand nous l'appliquons au domaine de la santé. Donc, les questions deviennent encore plus sensibles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les systèmes d'intelligence artificielle sont appliqués à ce moment-là au corps humain, à l'intégrité humaine, à l'esprit, au cerveau humain, etc. Et donc, si vous me le permettez, pour échanger avec vous, quelques slides, mais vraiment légers. Je vais plutôt insister davantage sur ce que je vais dire. Donc là, si vous voulez, quand on parle de l'éthique et des systèmes d'intelligence artificielle conçus, déployés et développés de manière éthique, il faut essentiellement que l'on s'intéresse d'emblée à quelques considérations éthiques et notamment qu'est-ce que nous voulons d'abord dire par l'éthique. Et est-ce qu'un système d'intelligence artificielle est éthique ou est-ce que ce sont nos comportements qui le sont? Je fais cette
précision, notamment parce que j'entends souvent dire euh, une IA éthique ou un système d'intelligence artificielle éthique ou responsable. Et à partir de- d'attribution de ce genre d'adjectif au système intelligent, on est déjà dans une pratique d'anthropomorphisme, on va dire, et qui pourrait nous induire en erreur et on pourrait déjà à la base faire euh, une erreur d'appréciation. Pourquoi c'est important de le dire ici, notamment quand on parle de santé, quand on parle d'éthique, on parle du comportement humain. Pourquoi? Parce que l'éthique est la science du comportement. Donc ce n'est pas la morale, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le droit, mais c'est tout cela à la fois. Et c'est la capacité qu'auront les êtres humains. C'est pour ça qu'on parle de l'éthique à un niveau individuel et de l'éthique à un niveau collectif. C'est notre capacité en tant qu'être humain, mais aussi en tant que collectif, à faire les bons choix quand il le faut, à déterminer quel est l'agir le meilleur selon les conditions qui s'offrent à nous pour pouvoir faire le choix adéquat, que ce soit en matière de santé ou en matière d'éducation, dans d'autres domaines. Euh, J'aimerais bien ici partager avec vous justement une légende que je raconte souvent à mes étudiants qui nous montre justement ce lien que vous avez bien fait, cher Araja, de lier justement le choix que nous pouvons faire en matière de santé à la notion de responsabilité. Et la responsabilité, elle commence déjà à la base à partir du moment où nous avons la responsabilité de choisir, voire le devoir de choisir. Et la légende de Buridan est cette légende qui concerne justement un âne que le philosophe imagine mettre à distance égale entre une botte de foin et un seau d'eau. Et donc, à la base, l'âne devrait choisir entre boire ou manger pour survivre. Et laissé dans cette situation-là, l'âne va se laisser justement mourir parce que il a été dans l'incapacité de faire un choix. Et les êtres humains ne peuvent pas justement se permettre le luxe de ne pas choisir. Nous devons choisir, opérer des choix dans les conditions qui se présentent à nous, quelle que soit la situation. Et donc, c'est important justement de retenir ces deux aspects. L'aspect le comportement adéquat, le bon agir, le meilleur agir possible et la notion, le concept de responsabilité. Quand nous opérons des choix, nous avons justement euh, euh, à nous souvenir de l'impératif de choisir. C'est pour ça que quand vous parlez de dilemme éthique, nous avons toujours l'obligation d'opérer des choix qui s'offrent à nous. D'ailleurs, en tant que médecin, si on prend l'urgentiste, par exemple, si effectivement il a deux patients qui se présentent, je pense que c'est un dilemme que souvent les étudiants en médecine se voient proposer. Quand vous êtes urgentiste, vous avez deux personnes qui arrivent aux urgences et qui sont toutes les deux gravement atteintes, par exemple, vous ne pouvez pas rester à les regarder en ne sachant pas prendre votre décision, en ne sachant pas dire quelle est celle qui, qui, euh, qui aura la possibilité de bénéficier de vos soins en premier lieu. Donc, c'est à vous de dire quel est le cas le plus grave ou le cas qu'il est le plus facile de sauver et de décider qui bénéficiera de vos soins. Voilà.
Peut-être que vous regretterez par la suite votre choix, peut-être que vous vous direz, ah, j'aurais dû faire autrement, que d'autres vous reprocheront aussi d'avoir pris une personne au détriment de l'autre. Mais dans tous les cas, l'impératif du choix est obligatoire dans ce genre de situation et c'est une obligation, donc c'est une responsabilité morale. Donc en éthique, si vous voulez, il y a cette notion de responsabilité, cette notion aussi de comportement adéquat. Et il y a, si vous voulez, en matière d'éthique aussi, il y a et c'est pour ça que vous allez retrouver, j'en parle parce que souvent les gens me posent des questions autour de pourquoi il y a ces principes-là et pas d'autres, pourquoi est-ce qu'il y a tant de principes et pas tant, etc. Il faut savoir qu'on part de l'éthique. Quand vous regardez les codes, les chartes éthiques appliquées à l'intelligence artificielle, vous allez tourner autour d'un certain nombre de principes. Par exemple, si vous prenez la recommandation sur l'éthique de l'IA de l'UNESCO, vous êtes on parle de 10 principes et de 4 valeurs. Donc, on est sur un total de 10 principes. D'où viennent ces 10 principes? Il faut savoir que l'éthique à la base, et ça c'est Paul Ricoeur qui le dit, c'est une relation et c'est un contenu. Et quand on parle justement de la relation, par exemple, je vous donne cet exemple-là pour aller vers d'autres aspects, pour ne pas m'attarder trop sur des aspects épistémologiques et conceptuels. Et il parle de la notion de relation. La relation, c'est justement cette relation que nous avons à l'autre en éthique et la relation que nous avons à l'environnement. Et par exemple, si vous prenez la recommandation sur l'éthique de l'IA de l'UNESCO, vous allez trouver certains principes qui sont par exemple le principe de la durabilité, qui est lié aux écosystèmes et à l'environnement. Et donc, prendre soin de l'écosystème et de l'environnement, donc le principe de la durabilité est obligatoire parce que éthiquement parlant, nous sommes responsables de l'environnement et des écosystèmes qui nous entourent. Donc, et il y a aussi, dans la notion toujours de relation, il y a prendre soin de l'autre. La relation que nous avons à l'autre nous oblige à prendre soin d'abord de soi, et ça, peut-être on en parlera un autre jour. Et il y a aussi prendre soin de l'autre. Et c'est pour ça que vient notre responsabilité justement vis-à-vis de l'autre. Et si vous prenez, je ne sais pas, peut-être que l'audience est davantage, euh, euh, relève davantage peut-être de travailleurs des soins ou des, des travailleurs de santé. Si vous prenez le célèbre code de Nuremberg, et le procès qui a donné ça, donc euh, le procès des 23 Allemands de l'époque de l'Allemagne nazie, et la plupart étaient des médecins à l'époque, justement, eh bien, la notion justement qui en est découlé, ce code qui a circulé par la suite, il y avait quelque chose d'hyper important qui était lié justement à la bienfaisance, à la non-malfaisance, d'où viennent les 4 principes importants en matière justement de bioéthique. Euh, donc, nous avons ces concepts-là qui sont la bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de l'autonomie et l'équité est équitable, qui mettent en relief justement le concept de prendre soin de l'autre. Donc, c'est hyper important et nous allons retrouver justement ces mêmes principes en matière d'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, même si en matière de principes d'éthique de l'intelligence artificielle, nous sommes sur une moyenne de 8 principes, ça va aller jusqu'à 10, voire 12 parfois. Et donc, cela me ramène à parler justement du fait qu'il y a une combinaison qui est attendue entre les principes éthiques qui sont appliqués au système d'intelligence artificielle
et les principes éthiques qui sont à la base justement de la bioéthique. Et donc cette combinaison-là nous donne la possibilité d'utiliser les systèmes d'intelligence artificielle, justement, de les gouverner de manière responsable. Et euh, en la matière, justement, nous pouvons tout de suite dire que il y a un concept phare en matière d'éthique qu'il est important de souligner ici, et nous le retrouvons un peu dans tous les codes et chartes éthiques de l'IA, qui est lié à la notion d'innocuité, de proportionnalité. Euh, et cela veut dire tout simplement que nous devons être sobres. C'est quelque chose qui relève de la sobriété technologique. Et effectivement, si on regarde aujourd'hui le domaine de la santé, les quelques études nous renseignent sur le fait que il y a peut-être quelque chose de l'ordre de 4,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Et les mêmes études nous disent que nous aurions besoin de 11 millions de travailleurs de santé d'ici 2030. Donc le besoin est immense et effectivement l'intelligence artificielle et les systèmes de l'intelligence artificielle peuvent se présenter et peuvent être même des solutions possibles pour davantage d'inclusion et davantage d'équité justement en matière de soins et de santé. Pourquoi? Parce que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour justement réduire les écarts, les inégalités en matière justement de santé. Et donc, nous sommes ballottés entre deux principes fondamentaux. Celui de la sobriété technologique, ça je le dis souvent, je dois l'avoir répété après quelqu'un qui l'a dit bien avant moi. Euh, c'est pas parce qu'on sait faire certaines choses qu'on est obligé de les faire. C'est pas parce qu'on sait développer des systèmes d'intelligence artificielle performants qu'on devrait obligatoirement le faire. C'est pour ça qu'on en vient justement, à ce concept ou ce principe de proportionnalité. Nous devons justement développer des systèmes d'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de vie en matière de santé et même de bien-être des humains, si nous pouvons. Donc, si nous savons, nous connaissons, nous avons le savoir en matière de technologie précise, nous devons développer pour pouvoir améliorer les conditions justement de l'humanité, mais en même temps, nous devons aussi respecter le principe d'innocuité, de proportionnalité et de sobriété. Donc, c'est un équilibre, c'est un jeu d'équilibriste que nous devons trouver pour pouvoir justement bénéficier, profiter de l'intelligence artificielle telle que nous la connaissons aujourd'hui, sans porter atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales des êtres humains. Donc ça, c'est le principe de base. Ça, c'est le code de Nuremberg, c'est les chartes et codes de l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, 70% des codes et des chartes en matière d'intelligence artificielle sont conçus en Occident. Et ça, en matière justement d'inclusion, ça pose question parce qu'effectivement, les chartes et les codes qui doivent accompagner le développement, l'usage et l'utilisation et le développement de l'IA devraient absolument prendre en considération l'ensemble des communautés
puisque nous parlons d'inclusivité et de représentativité. Donc, la santé, si vous voulez, c'est aussi un marché. Donc, c'est un grand marché que, que justement euh, va se développer davantage. Vous avez ici quelques chiffres qui sont intéressants à souligner. Donc, vous avez, on nous dit que d'ici 2034, nous serions sur un chiffre de l'ordre de 613 milliards de dollars, ce qui est énorme. Donc, en matière de santé, ça veut dire qu'effectivement, il y a un besoin qui s'est dessiné, un besoin qui est important. Donc, je parlais tout à l'heure de représentativité, d'inclusivité. Donc, dans la figure à droite, à ma droite, à moi, donc on voit très bien que, par exemple, le Moyen-Orient et l'Afrique n'investissent que quelque chose qui est de l'ordre de 2%, ce qui est vraiment très peu par rapport au reste de l'humanité. Donc, les, il faut justement que l'on se rende compte que le marché justement de la santé, entre guillemets, va est, est en train de se développer de façon exponentielle et ce développement-là doit être encadré, régulé, justement pour, on parlait tout à l'heure d'éthique, pour justement que tous ces systèmes-là soient utilisés de façon responsable pour limiter justement les impacts sur les libertés et les droits fondamentaux des personnes. Donc, il va sans dire que les améliorations en matière de santé grâce à l'IA sont phénoménales. Vous avez ici, j'ai regroupé pour vous, mais il y en a tellement. Là, j'ai regroupé ce qui m'a semblé assez frappant pour voir justement, par exemple, en matière de précision diagnostique, comment est-ce que les choses se développent. Eh bien, vous avez pas un chatbot, donc on est sur l'IA conversationnelle, donc le chatbot Auguste est arrivé quand même à une précision diagnostique de l'ordre de 81,8%, ce qui est justement très intéressant et considéré justement par la communauté scientifique comme une avancée majeure. Et puis, ce même chatbot conversationnel a pu donner une satisfaction de l'ordre de 47, pardon, sur les questions qui sont posées justement en comparaison à des outils traditionnels. Donc, il y a aussi des chiffres qui concernent la réduction des hospitalisations qu'on peut éviter. Donc, il y a parfois un excès d'hospitalisation. Il y a un outil prédictif de l'entreprise britannique Sera et qui a permis justement de réduire les hospitalisations à hauteur de 70%. Donc, l'IA, effectivement, peut être un outil justement d'aide à la décision en la matière. Donc, les chiffres sont très intéressants et importants justement à souligner. Nous avons aussi un rapport d'Accenture qui est sorti en 2024 qui nous a proposé une large enquête et les quelques résultats que j'ai pris, vous pouvez consulter justement le reste. Il y a 40% justement des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé
qui trouvent qu'il y a une amélioration de l'efficacité grâce aux solutions IA qu'ils ont utilisées. Et pareil, 92% des travailleurs dans le domaine de la santé considèrent que l'IA générative, tout précisément, a amélioré l'efficacité opérationnelle. Donc, l'IA est un allié en matière de santé, mais l'IA ne peut être un réel allié que si elle préserve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits et les libertés fondamentaux. Donc maintenant, puisque le sujet, c'est justement de soulever les défis éthiques, et ma chère collègue Raja tout à l'heure a déjà soulevé certains aspects importants, donc je vais passer avec vous en revue les, les, les enjeux les plus importants en matière d'utilisation justement d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et ça se combine, si vous voulez, avec l'utilisation des systèmes de l'intelligence artificielle dans tout domaine. Si on prend par exemple la recommandation sur l'éthique de l'IA de l'UNESCO, on va y retrouver justement les 10 principes les plus importants. Et quand vous les regardez, bien, ces 10 principes recoupent les 11 domaines stratégiques que la recommandation considère comme stratégiques, dont fait partie justement la santé et le bien-être. Donc, la confidentialité des données, elle nous renvoie immédiatement à justement euh, la gestion, l'utilisation des données et au concept de robustesse, de sûreté et de sécurité. Donc, les données aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle vont des données personnelles aux données sensibles, donc données médicales, mais aussi aux données inférées. Aujourd'hui, vu le nombre des IoT, le nombre utilisés, le nombre de systèmes d'intelligence artificielle utilisés un peu partout lorsque nous naviguons sur Internet, bien nous laissons des traces un peu partout et apparaissent avec justement l'intelligence artificielle, le concept de données inférées. Donc, la confidentialité doit être justement assurée pour le patient concernant ses données personnelles, ses données médicales, mais également les données inférées, c'est-à-dire les données qui peuvent donner, l'identifier sans qu'il ait donné accès lui-même à ses données personnelles. Donc, on doit assurer justement la confidentialité des données, même celles justement qui pourraient, même inférer, donc celles qui pourraient donner euh, des informations sur le patient sans qu'il ait donné son consentement. Et comme vous le savez, le consentement éclairé est fondamental quand nous parlons justement du domaine du soin et de la santé. Il y a aussi cette problématique qui est fondamentale, qui est celle des biais. Les biais en matière d'intelligence artificielle sont justement relatifs au corpus qui a servi à entraîner l'algorithme. Et les données qui constituent ce corpus-là, si elles ne sont pas soigneusement collectées, traitées, avec des processus justement euh, qui donnent la possibilité de débiaiser certaines données préjugées et désamorcer ce que j'appelle souvent l'encapsulation l'encapsulation intellectuelle. Donc tout ce que nous avons comme code, comme
euh, formes déjà préétablies qui parfois se transforment en préjugés, il faut que ce traitement-là soit fait de façon méticuleuse, soignée. Il faut juste que je précise ici quelque chose de fondamental. Quand nous parlons de biais, le biais à la base, donc c'est le biais cognitif à la base, c'est euh, c'est une façon si vous voulez, de nous protéger en tant qu'être humain. C'est, c'est la capacité que nous avons eue dans nos expériences, dans nos vécus, d'encapsuler de l'information et de la sortir le moment voulu pour l'appliquer à la réalité de la vie, pour décoder notre monde. Si vous voulez, à la base, le biais ou même les pseudo-préjugés stéréotypes que nous avons sont des grilles de lecture que nous avons emmagasinées, que nous sortons pour justement les appliquer à notre monde pour le comprendre. Ça nous permet de décoder notre monde. Mais ce qui se passe, quand est-ce qu'ils deviennent des biais et qu'ils peuvent impacter négativement justement notre façon de faire, c'est que à un moment donné, on n'arrive pas à faire la distinction entre le fait que euh, cette information qui nous remonte de la réalité peut être différente de ce que nous avons comme prétention intellectuelle. C'est-à-dire que le processus d'intellection que nous appliquons à notre réalité ne nous permettent pas de voir à un moment donné que, voilà, là, nous sommes en train de commettre un préjugé ou d'appliquer une idée générique sur un cas particulier. Et l'altération, si vous voulez, de la pensée à ce niveau-là peut effectivement devenir un biais. Donc, et ce qui se passe, c'est que ce format-là de justement d'altération intellectuelle se transmet par le concepteur, par les données, par les humains justement les algorithmes. Et les algorithmes vont aller perpétuer justement ces formes de réflexion. Et ça peut se produire pour tous les systèmes d'intelligence artificielle. Et pour les systèmes d'intelligence artificielle en matière de santé, la problématique majeure va être le fait que certains soins, certaines justement découvertes ou autres sont spécifiques à certaines communautés. Donc, quand nous arrivons avec ce système d'intelligence artificielle, il n'est pas forcément adéquat à d'autres communautés, d'où l'importance justement de la représentativité en matière de corpus utilisé pour l'entraînement des algorithmes pour éviter justement les biais euh, et donc porter atteinte aux droits fondamentaux des êtres humains. Donc, alors, la transparence des algorithmes, ça nous renvoie immédiatement à la notion d'explicabilité. Donc, et notamment en matière justement de santé, c'est encore plus sensible. Si nous n'arrivons pas à expliquer le fonctionnement d'un algorithme en matière de santé, et donc comment est-ce que la prédiction est faite, par exemple, donc, la prise de décision va être biaisée. Et donc, nous ne pouvons pas utiliser des algorithmes que nous ne pouvons pas expliquer. Donc, l'explicabilité est quelque chose justement de fondamental qui rejoint ce que je disais tout à l'heure concernant les biais. Euh, c'est- il faut que le fonctionnement soit complètement transparent pour que l'on puisse justement utiliser, déployer et développer les systèmes d'intelligence artificielle en matière d'IA. Donc, j'essaie de faire vite. Donc, je pense que
on est arrivé justement à un point qui est très important, qui est en relation, je le disais tout à l'heure, justement avec l'éthique, qui est le, la- le concept justement et le principe de responsabilité. Donc, euh, le système d'intelligence artificielle, que ce soit en matière de santé ou que ce soit en matière de, justement, dans un autre domaine, il a un cycle de vie. Et ce cycle de vie, démarre avec la conception jusqu'à l'utilisation. Durant tout ce cycle de vie, nous sommes obligés justement d'être transparents pour pouvoir à un moment dire, du- c'est-à-dire un moment des jalons de vie de ce cycle, de ce système d'intelligence artificielle, de dire qui est responsable. Donc c'est hyper important pour pouvoir rendre des comptes, parce que la responsabilité est fondamentale. Donc, cela va du concepteur jusqu'à l'utilisateur. Donc, du concepteur de système d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé jusqu'au médecin qui va l'utiliser, jusqu'au patient aussi qui va l'utiliser probablement, s'il utilise de l'IA conversationnel, par exemple, un chatbot. Donc, la reddition des comptes renvoie à la responsabilité et la responsabilité, elle est partagée. Donc, et on doit à chaque fois savoir justement comment faire le lien entre une problématique donnée lors de ce cycle de vie du système d'intelligence artificielle et la personne justement responsable. Donc, si vous voulez, en matière, justement, j'ai soulevé avec vous les points qui m'ont semblé les plus importants en matière de, justement d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Il y a d'autres aspects. Donc, comme je l'ai dit au début, nous avons 10 principes, par exemple, dans la recommandation sur l'éthique de l'IA, de l'intelligence artificielle. Il y a une recommandation, justement, peut-être on en parlera tout à l'heure, sur les neurotechnologies qui est en préparation actuellement à l'UNESCO et donc qui va être spécifique justement à un domaine précis en matière de santé et qui va comporter probablement le même nombre de principe, elle est encore justement en discussion. Mais comme je l'ai dit, pour justement conclure, dans tous les domaines qui ont un lien avec l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de la santé ou autre, il est important justement de se poser toujours cette question-là de l'innocuité. Donc, euh, est-ce que le système d'intelligence artificielle va améliorer une situation? Est-ce que l'impact et l'enjeu éthique et, et effectivement, est-ce que cet enjeu est acceptable? Je disais tout à l'heure, choisir le meilleur agir possible, parce que quand vous êtes face à un dilemme, et notamment en matière de santé, parfois vous êtes obligé de choisir entre deux agirs qui se valent, mais est-ce que vous pouvez argumenter, justifier pourquoi vous avez pris tel choix et pourquoi il vous semble le meilleur agir possible dans les conditions et situations auxquelles vous faites face? Donc, la notion de proportionnalité liée à la notion d'innocuité, à la notion de sobriété également. Donc, ça nous donne le respect des droits et des libertés fondamentales et nous aboutissons à un système d'intelligence artificielle qui est utilisé, gouverné de façon éthique et responsable. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je redonne la parole à ma chère collègue Ranimi pour qu'elle puisse lancer le débat. Et je pense que j'ai un tout petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. Je suis désolée, Raja. Tu aurais dû m'arrêter.
Cher Raja, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si...